Bienvenue chez Perspective de médiation, le podcast dédié à la médiation et à la résolution des conflits. Je suis Pascal Guimperly, médiateur basé en Suisse. Avec nous, selon les épisodes, Joëlle Dunoyer, rédactrice en chef de la revue Intermédiaire, et Christelle Schirmer, membre de la rédaction. À travers nos émissions, nous contribuons au développement de la médiation et des modes alternatifs de résolution des conflits. Vous allez découvrir des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des échanges et discussions variés avec des invités de marque. Nous vous proposons ces épisodes en partenariat avec la revue Intermédiaire, un semestriel en version papier et numérique, spécialisé en prévention et gestion des conflits. Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour partager vos avis ou pour poser des questions. Allons-y. Bonjour mesdames, bonjour Christelle, bonjour Céline Vallière. Bonjour Joëlle, bonjour Céline. Bonjour. Aujourd'hui Céline, tu es notre invitée pour le podcast Perspective de médiation. On est ravis de te recevoir. Alors nous sommes bien sûr en Zoom. Il y a un décalage horaire avec le Canada. Je pense que chez nous, l'après-midi et chez toi, ça doit être le matin. Tu es encore... C'est le matin, c'est 11h40 le matin, Voilà. avant midi. Oui. Bon, Oui. super. Alors Céline, je rappelle juste que tu es formatrice, médiatrice et conférencière, passionnée par l'humain, par la médiation. Et je te laisse continuer. Tu vas nous raconter un petit peu ce que tu fais et qu'est-ce qui te passionne le plus, surtout en ce moment. Mais écoute, moi, tout d'abord, ça fait 27 ans que je suis médiatrice. Donc, j'ai pratiqué la médiation familiale, je pratique actuellement la médiation en relation de travail, les conflits au travail, et dans le domaine aussi civil et commercial. Mais ces temps-ci, c'est beaucoup de former des médiateurs. Nous, au Québec, on a un parcours de 60 heures pour devenir un médiateur certifié ou accrédité, alors que vous, c'est beaucoup plus exigeant. Alors, je forme à la certification, donc c'est une formation professionnelle. Je suis en train de la déployer, puis avec l'objectif de faire des formations en perfectionnement et tout ça. Alors, puis je partage beaucoup aussi sur LinkedIn. Alors, s'il y en a qui veulent se devenir sur Facebook, c'est des amis. Sur LinkedIn, je pense que c'est des connaissances. Je ne sais pas trop. C'est comment? Oui, on ne sait pas Alors, trop comment les qualifier. C'est des, des amis oui, peut-être de c'est contact. ça. C'est ça. Donc, voilà, c'est ce que je fais. Je continue je dis toujours, il y a 30 ans, quand j'ai commencé la médiation au Québec, on disait que c'était la voie de l'avenir. Il y a 30 ans au Québec, et je dis que l'avenir est proche, mais il y a encore du chemin à faire, donc il faut encore en parler beaucoup, même au Québec. Je pense que des fois, vous pensez qu'au Québec, c'est toute partie, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, je veux pas, c'est ça. L'éducation, travail, Oui. communication. Oui. On continue le chemin ensemble aussi, hein, en On France aussi, continue. pareil. Oui. Alors aujourd'hui, on va parler de deux sujets très importants pour le médiateur, hein. Donc avec Christelle, on t'avait proposé de parler d'authenticité, de vulnérabilité, hein, du médiateur et comment la susciter aussi chez les médias. Et au départ, bon, ça peut sembler un peu bizarre de parler d'authenticité et de vulnérabilité. Ça semble tellement, en fait, pas évident, hein, que le médiateur est authentique, normalement. Et comment toi tu définis, voilà, justement cette authenticité, chez le médiateur? Pour moi, un médiateur authentique, c'est quelqu'un l'authenticité, c'est d'être vrai, d'être honnête, d'être transparent avec ce qui est là, euh, oser dire des choses, surtout ne pas tenter de rassurer alors qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Par exemple, ce médiateur dit: «Ah, ne vous inquiétez pas, ça va bien se dérouler». Il ne le sait pas. Donc, plutôt de dire des phrases creuses ou de dire quelqu'un qui vient de dire quelque chose, puis il dit: «Ah, mais c'est intéressant», alors que c'est pas vrai, c'est pas intéressant, c'est pas pertinent. On va pas rajouter des choses puis dire des choses qui sont pas vraies pour gagner la confiance. Pour moi, l'authenticité,
Premièrement, moi, je suis une fan d'authenticité. Je suis très, en tout cas, dans ma vie, je me plais à dire que je suis celle que je suis. Donc, l'authenticité, il n'y a pas de masque, il n'y a pas d'accepter d'être, d'accepter c'est ça, c'est une honnêteté. Je pense que c'est ce que je dirais pour l'authenticité. Et un médiateur authentique, va susciter de l'authenticité aussi. Et l'authenticité du médiateur va aider à créer des liens avec la partie. Alors, si tu sens que... Puis dans notre vie, c'est comme ça. Tu peux regarder, Joël, Christelle, les gens avec qui vous vous sentez bien, que vous sentez que vous avez comme un espace de parler. Vous sentez que vous n'avez pas affaire à une façade. Vous sentez que vous avez affaire à quelqu'un qui est là, qui est authentique, qui est vrai. Ça fait du bien, la vérité. Ça fait du bien, l'authenticité. Ça permet, quand on ose, tu as dit oser, hein, quand nous osons être authentiques et vrais et sans masque, nous donnons aussi la permission aux autres de faire pareil. Tout à fait. Ouais. Et moi, un endroit où j'en suis de plus en plus convaincue, l'importance de l'entrevue individuelle. Je vois qu'il y a des pièges dans l'entrevue individuelle, mais je vois qu'il y a beaucoup plus de bénéfices à faire une entrevue individuelle. Je ne sais pas si vous l'appelez comme ça, là, mais c'est l'entrevue avant de Préalable. entrevue préalable. Je vois tellement de bénéfices. Oui, on peut dire qu'il y a des inconvénients, mais allons-y sur les bénéfices. Donc, cette authenticité que j'aurai avec l'autre, cette création du lien, elle va faire en sorte de sécuriser aussi, de sécuriser l'espace, donner de la sécurité, parce que je m'intéresse beaucoup aux neurosciences. Je sais pas si en tout cas je l'avais déjà dit, mais le cerveau a 2 besoins fondamentaux, la sécurité et le sens. Donc, physiologiquement parlant, nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin de nous sentir en sécurité et que les choses fassent sens. Donc, pour moi, l'entrevue individuelle est le lieu privilégié pour donner cette sécurité. Et je vais la donner par qui je suis, OK? En expliquant le rôle du médiateur, en expliquant le processus, en préparant, mais aussi par cet accueil, cette empathie, cette qualité de présence qu'on va ressentir de moi. Est-ce que je peux faire confiance au médiateur? Est-ce que je peux lui dire des choses? Est-ce que je peux dire au médiateur ma vulnérabilité? Est-ce que j'ai assez confiance en lui pour lui dire des choses dont je suis peut-être pas fière ou qui m'exposent ou qui me rendent fragile? Parce que, tu sais, dire ce qui est là pour soi, parce authenticité, vulnérabilité, c'est ce qu'on avait parlé, hein, de l'authenticité, vulnérabilité, ça va vraiment ensemble, là. C'est vraiment très lié. Et se permettre d'être vulnérable, parce qu'on peut en parler aussi, c'est quoi se permettre d'être vulnérable? C'est de s'exposer, hein? D'accepter ça peut créer de l'insécurité, ça peut créer, je peux me sentir menacée dans mon identité, dans ma réputation, dans qui je suis, dans mon emploi, mon appartenance, puis de dire, j'ai pas fait bien les choses ou j'aurais peut-être dû dire à ma collègue ou quand on est vulnérable, j'ai peur, je suis inquiète, Madame Vallière, je sais pas comment elle va me recevoir. J'ai peur de perdre mon emploi. Ou ça me fait penser, j'ai déjà une participante qui pleurait en entrevue préalable. Elle pleurait, puis elle m'a dit, Maître Vallière, je pleure devant vous, mais je ne vais pas pleurer devant elle. Alors, j'ai dit, OK, je dis, il n'y a pas de souci, vous choisissez. Et si vous choisissez d'exposer votre vulnérabilité, je pense que ça pourrait être intéressant. Parce que ça va sensibiliser l'autre à ce que ça vous fait, toute cette situation. Alors, sentez-vous libre et je serai là pour m'assurer que ça se passe bien. Et voilà. Et au final, elle a choisi de ne pas exposer cette vulnérabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on l'a sentie émotive, mais pas aux larmes. Elle s'est contenue, puis elle avait le droit de le faire. C'était son privilège à elle. Est-ce que j'ai le goût de dire ma vulnérabilité à mon ennemi?
parce qu'il peut y avoir un danger. Donc, moi, je lui avais dit, écoutez, je pense que ça peut être intéressant. Je vous parlerai de Marshall Rosenberg. Je pense que ça peut être intéressant de vous exposer, mais vous choisissez. OK? Donc, C'est donner le choix. c'est ça. Est-ce que le médiateur est capable de recevoir aussi cette vulnérabilité de l'autre? Est-ce qu'il est capable de recevoir l'expression émotive, les larmes comme la colère? Est-ce qu'il est capable de recevoir ça? Est-ce qu'il va se dire, oh, non, non, moi, je veux travailler le problème, je veux pas aller plus loin que ça et tout ça, là. Et puis, tu sais, moi, j'ai fait de la médiation familiale, là où il y a un contexte de grande vulnérabilité en familial, les gens se connaissent et tout ça, hein. Quoique, je vais y revenir. En travail, en civil, en commercial, bien, en matière commerciale, si on s'en tient qu'à ça, il n'y a pas beaucoup d'exposition de sa vulnérabilité. Tiens, on est plus avec des avocats, c'est plus encadré, on ira pas là. Bien que quelqu'un qui ose dire, ben moi, je suis stressé, je suis angoissé par cette situation, mon entreprise va faire faillite si ça continue et tout ça, d'exposer une grande par authenticité, honnêteté, tout ça. Ben, tu as des avocats des fois aussi où lui-même peut se dire, il va utiliser ça contre moi. Donc, parce qu'être vulnérable, c'est se rendre, c'est se mettre à nu. Tout à fait. Est-ce que ça peut être compris comme une faiblesse dans laquelle on peut s'engouffrer pour tirer des avantages ou pour rabaisser l'autre ou J'aime ça quand tu utilises. Est-ce que ça peut être considéré comme une faiblesse? Pour celui qui l'a fait, oui. Je vais avouer ma faiblesse. Je vais avouer que je suis faible. Je vais me mettre à nu. Mais Marshall Rosenberg dit que ça prend du courage relationnel. Et un autre auteur que j'ai découvert qui s'appelle Brené Brown, elle a écrit Le pouvoir de la vulnérabilité, c'est une Américaine. Donc, il y a une conférence TEDx si ça vous intéresse. TEDx, je ne sais pas si vous connaissez, mais Oui. T-R-E-N-E Brown, comme ça se dit. Et elle dit que la vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse. C'est notre plus grande mesure du courage. Oh. C'est beau. C'est beau, c'est drôlement beau. Parce qu'elle a découvert que les gens qui faisaient état de leur vulnérabilité, ce sont des gens qui avaient une vie riche, qui étaient reliés les uns aux autres. Parce que là, on parle de cette qualité relationnelle. On laisse tomber les masques et on parle de cette qualité relationnelle. Et cette Ce qui est humain finalement, c'est notre, excuse-moi Joël, mais c'est vraiment l'essence de l'humanité, Oui. hein, de ce qui est humain en nous avec tout ce que nous sommes, en fort, en faible, en grand, en petit, en bon, en méchant. Et c'est vrai qu'il faut du courage pour admettre ça. Pardon Joël, je t'ai coupé. Mais justement, je rebondis sur ce que tu dis aussi, Christelle, c'est qu'il faut aussi du courage pour le médiateur, quelque part. Et il faut peut-être, c'est une condition aussi pour que les médias puissent se dévoiler, puissent aller aussi sur ce terrain-là. Oui, je dirais que je pense à beaucoup l'importance de l'authenticité du médiateur, mais qu'il se rende vulnérable devant une partie, je pense pas que ce soit payant. Parce qu'on s'attend à ce qu'un médiateur soit solide. C'est notre force, c'est notre ancrage. Il est là pour nous sécuriser. Il tient la sécurité. Alors, si le médiateur dit, ben là, j'ai peur puis je suis inquiet dans ce dossier-là, C'est foutu. mais tu sais, il pourrait le dire à son conjoint, hey, mon chum, ou à son co-médiateur, je suis vraiment inquiet. Je ne sais pas où on s'en va dans cette médiation-là. Il y a beaucoup de colère. Ça me crée de l'insécurité. Wow! Et là, ça fait du bien de le dire, de s'en libérer. OK? Et je le dirais à mon co-médiateur, mais je le dirais pas au parti, par exemple, parce que, comme je te dis, elles veulent la sécurité. Alors, tu peux pas te sentir en sécurité avec quelqu'un qui sait pas conduire un bateau, là. Si tu es dans l'orage, tu veux
un capitaine qui soit solide, tu sais. Mais est-ce Donc, qu'il Céline, est-ce que là, il n'y a pas l'intérêt justement de ce que tu disais au début, de ces entretiens individuels préalables? Parce que là, peut-être le médiateur, il peut être un peu plus aussi dans cette authenticité, dans cette empathie. Et chacun des médias avec qui tu as parlé avant, ils ont créé un lien particulier avec le médiateur. Et là, quand le médiateur, dans la médiation, tient la barre, comme tu dis, ben, ils savent aussi au fond d'eux que le médiateur, il a eu cette, comment dire, cette authenticité et cette compréhension, même s'il ne le montre pas quand il est avec tout le monde. ouais, mais tu sais, cette authenticité-là, oui, en entrevue préalable, absolument, absolument. Mais de te dire, par exemple, à une partie, ben moi, je suis inquiète, je sais pas trop ce qui va arriver. Ça, j'irai pas jusque-là, comme je mentionnais. Mais je pourrais, en cours de médiation, dire, écoutez, et j'ai déjà fait ça en médiation familiale, c'était épouvantable. C'est une médiation familiale où il y avait beaucoup, beaucoup de colère. Et la conjointe ne descendait pas de sa colère. Alors, j'ai utilisé des techniques, des différentes choses, des techniques d'impact. Là, j'ai sorti tout mon batatlan, comme vous dites. Là, j'ai tout sorti ce que je pouvais sortir. Et on n'y arrivait pas. Et là, je lui dis, en toute authenticité et vulnérabilité, je ne sais plus quoi faire. Mm. Je suis désolée, je ne sais plus quoi faire. Ma lecture à ce moment-ci, c'est qu'il y a trop de colère. Mais moi, là, et ça, ça peut être aussi une technique de dire, ben, responsabilisez-vous, puis là, fiez-vous pas tout sur la médiatrice, mais tu sais, quand même, d'oser le dire. Et quand j'ai eu terminé ma médiation, je me suis dit, mais c'est épouvantable. Je leur ai dit que je savais plus quoi faire. Mon Dieu, que j'étais incompétente. Et là, je me martyrisais le cerveau à me traiter d'incompétente. Et pourtant, je sais que j'ai une compétence, mais, et là, puis en même temps, avec la certitude que j'avais fait les bonnes choses, OK? Mais quand même. Et 6 mois après, les personnes me sont revenues en me disant, Maître Vallière, on est moins en colère, je suis moins en colère, on serait prêt à faire la médiation. Et j'étais, wow! Parce que ils n'ont pas pensé que j'étais incompétent. Ils sont venus me voir. C'est moi qui ai pensé ça, parce que là, je me suis vraiment mise à nu, là, tu sais. Alors, et ironie, j'avais cessé de faire de la médiation familiale. J'avais dit, ben écoutez, malheureusement, j'en fais le plus, là, donc voilà. Ouais. C'est un peu, c'est la vie de la Ouais. miroir, en fait. Le médiateur, c'est un peu aussi quelque part un miroir pour les médias. C'est qu'ils Ben oui, vont oui. se sentir autorisés, ils vont se sentir aussi en confiance, comme tu disais, pour justement déposer, quelque part leur, colère, leur frustration, leur dégoût même des fois, leur, aussi, i c'est comme si quelque part, ils oseraient espérer, si le médiateur aussi y croit. C'est qu'il faut communiquer aussi un petit peu d'espérance, d'espoir à ces personnes. Ah oui, oui, mais ça, oui, tout à fait. Mais pour moi, c'est pas une question de vulnérabilité à ce moment-là. C'est j'y crois à la médiation, puis j'y crois que ça va Oui, mais fonctionner. Je comment peux pas vous promettre un résultat. imaginons qu'on n'y croit pas vraiment, comme tu dis, on Ah, sent trop de colère, on sent trop de choses qui se passent et qu'on va pas arriver au bout. Est-ce que là, le médiateur, il faut être authentique comme tu dis et le dire, l'exprimer, ça a aussi l'effet inverse, ça peut aussi, un petit peu freiner, non? mais je le sais pas, hein, parce que je voudrais faire attention à des généralités parce que c'est tellement du cas par cas. Il y a tellement pas de médiation qui est semblable. Et on avait parlé de ça, Joël, du génie créatif du médiateur. On avait déjà parlé de ça, hein? Puis de l'intuition, puis est-ce que c'est le bon moment de dire ça, ce que je devrais dire ou pas dire? Fait que des fois, je fais attention à pas donner de recette. Est-ce que là, ça sera une bonne chose? Est-ce que ça sera pas une bonne chose? Tu sais, je suis un peu, je fais attention à ça, là, mais en même temps, ce que j'ai envie de te dire, puis ça, je pense que c'est vraiment quand même clair, c'est que j'ai parlé de la nécessité du lien de confiance, de créer la sécurité.
Et la sécurité, elle va prendre sa forme comment? Par exemple, dans la confidentialité aussi. Mmh. Ça, c'est important qu'on en parle dans la confidentialité. Alors, si je sais comme j'ai ces 2 collègues de travail qui doivent parler ensemble et qu'elle n'ira pas raconter ce que je livre d'une manière très authentique et de ma vulnérabilité, qu'elle n'ira pas raconter ça à tout le monde parce que c'est confidentiel. Cet espace de confidentialité-là, il est absolument important. Mmh. Absolument, absolument important. Donc, rassurer, dire et tout ça. Donc, ça va être quand même quelque chose qui est super important, la confidentialité. L'autre chose aussi à laquelle je pensais qui est important de parler, parce qu'on a parlé de vulnérabilité, l'espèce de vulnérabilité psychologique, mais on peut être aussi une personne vulnérable parce qu'on est une personne âgée, parce qu'on est un aîné, ben, parce qu'on est une personne aînée, puis on se sent vulnérable, parce qu'on est plus pauvre, parce qu'on n'a pas d'argent, parce que pour toutes sortes de raisons, ou au niveau du dire ou du faire, parce qu'on se sent en infériorité, ces personnes vulnérables, ben moi, comme médiateur, il faut que je fasse attention aussi, mais on dirait que c'est pas la même vulnérabilité dont je te parle, hein. Je te parle des personnes vulnérables, c'est une chose, puis exposer ma vulnérabilité, c'est autre chose. Mais avec les personnes qui sont quand même dans une certaine vulnérables aussi, j'ai comme un devoir de protection, de m'assurer que parce que c'est pas la vulnérabilité à tout prix non plus. Mmh. C'est pas l'authenticité non plus à tout prix. Parce que dans certains cas, j'ai pensé à ça. Je parlais avec mon amie Linda Bérubé. On s'est dit, est-ce qu'il y a des moments où c'est dangereux d'être vulnérable? Et on est arrivé à la conclusion que oui. On est arrivé à cette conclusion. C'est curieux, hein? De- On n'en parle que des bénéfices, mais non, Mais aussi, aussi, ça peut être aussi, il y a des limites, ouais. Mmh. oui. Par exemple, une personne qui est de mauvaise foi de l'autre côté. Mmh. Tu as une personne qui est narcissique, ou qui va profiter de toutes tes failles. Ou tu as un manipulateur de l'autre côté qui va profiter de tes failles. Tu as une personne qui est en mode de domination, qui vient chercher de l'information pour faire autre chose, qui a des agendas cachés, mais on sait jamais, hein, des fois, ils ont des agendas cachés, on ne le sait pas non plus, là, mais on ne le saura jamais non plus, là. Mais, tu sais, il y a des moments où ça peut être risqué. Et dernièrement, c'est arrivé la semaine passée, j'ai une personne qui me dit en entrevue individuelle, ben là, Madame Vallière, je pleure, et dites à l'autre personne que ça se peut que je pleure. Mais que si je pleure, on va prendre une petite pause. Mmh. Bon, je dis très bien, c'est bien. Vous voulez que je l'avertisse que ça se peut que ça arrive? Elle dit oui. OK. J'avise l'autre personne, je dis écoutez, il est possible. Elle me dit de vous dire qu'il est possible qu'elle pleure. Et sa collègue de travail a fait, il m'a fait un visage, un non-verbal. Tu sais, comme vraiment, là, ah! Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui est là pour vous? Mais elle dit, vous savez, quand quelqu'un pleure, on se sent mal à l'aise. Puis là, on se sent obligé d'y donner des choses ou d'y donner raison. Ou là, on en prend pitié. Alors, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, ah tiens, elle a peur de se faire manipuler par Mmh. une personne qui exposerait une grande vulnérabilité. Et sincèrement, je pense que ça existe. J'ai un ami très proche que sa conjointe le manipulait constamment avec les larmes. Mmh. Est-ce qu'elle était vulnérable ou était manipulatrice? Je ne le sais pas. Ou elle était les deux en même temps. Mais l'objectif, clairement, était toujours d'arriver à ses fins grâce aux larmes et y arriver. Alors, tu sais, je me suis dit, est-ce que je suis vulnérable? C'est une chose, mais est-ce que je suis honnête? Est-ce que dans ma vulnérabilité, c'est honnête ou en t'exposant ma vulnérabilité, puis en disant, mais puis là, j'espère que tu vas me prendre en pitié, puis que tu vas faillir ou tout ça.
Donc, c'est l'inverse. Hey, c'est intéressant, hein, mais en parlant, là, c'est l'inverse qui se passe, c'est que la personne vulnérable, en se disant, je vais être vulnérable pour attendrir, ben, c'est pas la bonne chose non plus. Alors, est-ce que le médiateur va toujours être au fait de ça? Pas nécessairement. Ouais. Parce qu'il ne connaît pas l'intimité de la personne, tu sais, la connaît pas, là. Je me souviens d'un autre cas de médiation familiale. C'était une personne, on ne pouvait pas faire plus qu'une heure d'entrevue à la fois parce que elle était émotive, elle était suivie en thérapie, puis 1 heure, c'était le temps. Et à un moment donné, immanquablement, elle pleurait. Donc, je lui donnais la boîte de Kleenex. Est-ce que vous avez besoin de prendre un temps? Qu'est-ce qui est là pour vous? Donc, beaucoup d'empathie, mais son conjoint, il est là en même temps. Hein? Son conjoint, il est là en même temps. Et à un moment donné, je fais un caucus ou un aparté, je ne sais pas comment vous le nommez, je pense que c'est caucus aparté. Et je rencontre le conjoint seul à seul. Il me dit, j'en ai assez. C'est terminé. Je vais donner ça à les avocats. J'en peux plus, Madame Vallière. Je suis tannée, je suis écœurée de ses pleurs puis tout ça. Alors moi, j'avais pris beaucoup, beaucoup soin d'empathie avec beaucoup la dame, mais pas avec le monsieur, pas à la même mesure. Et finalement, c'était lui qui était aussi en détresse. Et comme s'il était épuisé de l'utilisation de ses larmes et c'était devenu comme une stratégie de manipulation, je sais pas trop. Et moi, à la fin, comme médiatrice, je mettais la boîte de Kleenex entre nos deux. Elle pleurait. Je lui disais, voulez-vous qu'on arrête? Non? OK, on continue. C'était ça que j'avais fait. Parce que ça créait pas des liens, là. Ça agaçait, là. Tu sais, c'était ça qui est triste. Mais peut-être que c'était une vraie vulnérabilité aussi. Je pense que oui. Mais C'est là. Alors, comment le médiateur, là, dans cette position qui est quand même très inconfortable parce que nous sommes toujours en train de nous poser la question, est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que, voilà, comment, enfin, est-ce que, est-ce qu'avec le temps, on développe une sensation pour ce qui est vrai ou pas et comment réagir au mieux? Comment au bout de 20 ans de médiation, on arrive à... Parce que je pense pour quelqu'un qui est tout jeune médiateur, ça va être le cauchemar, ce genre de situation. oui, oui. Alors, comment aujourd'hui, Céline, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes médiateurs? Comment s'entraîner à ça ou comment réagir dans ces situations? Donner des Je pense qu'il faut se faire confiance, première des choses, puis avoir une petite antenne, puis aussi peut-être se connecter à son propre ressenti. Si nous-mêmes, on est énervé par une personne ou des pleurs ou quoi que ce soit, peut-être d'aller voir avec la personne, puis de faire un caucus, puis de voir avec elle, qu'est-ce qui est là pour vous en individuel. Parce que quand ils sont ensemble, mais là, on n'a pas toute l'information. Tu sais, le caucus, c'est cet espace privilégié où on peut être en toute authenticité. Et peut-être que même en authenticité, je dirais à la personne, j'ai de la difficulté à vous comprendre, j'ai de la difficulté à saisir. Qu'est-ce que l'autre personne a peut-être plus réceptif à ce que vous vivez, qu'est-ce qui se passe dans votre histoire, qu'est-ce qui est là. Mais c'est ça. Donc, je pense qu'à un moment donné, ça peut sonner faux, tout ça. Donc, c'est peut-être de se faire confiance dans son intuition ou de sa capacité de lecture. Puis tu sais, j'ai envie de te dire, tu as fait référence, Christelle, à un jeune médiateur, mais c'est pas tant ça. Ça peut être aussi un médiateur de plusieurs années d'expérience. C'est toute la capacité de décoder le non-verbal. Oui. Donc, c'est dans l'intelligence émotionnelle du médiateur. Est-ce que je suis capable de décoder le non-verbal? Puis qu'est-ce que des fois, c'est des micro-signes. Et donc, je veux dire que c'est cette habileté-là avec le temps, peut-être. Puis il y a des jeunes qui l'ont rapide. Il y a des jeunes qui sont très bons pour décoder le non-verbal. Très, très bons, très excellents. Donc, ça va pas avec nécessairement l'âge. Moi, je pense que je suis meilleure pour décoder le non-verbal que je l'étais quand j'ai commencé, tout simplement parce que j'étais pas assez, je pense, j'ai développé mon intelligence émotionnelle avec le temps, ça c'est clair. Mais je pense que c'est ça aussi qui est là. Mm.
C'est indéniable, au fur et à mesure, en fait, qu'on avance avec l'expérience aussi, on fait plus attention à des choses auxquelles on faisait pas au début, hein. On est Ah trop non, c'est vite ça. par le cadre, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut être attentif. L'attention, en fait, elle se développe aussi sur du non-verbal comme tu dis Céline, hein, et puis sur, Oui, c'est ça, heu, c'est ça. Puis aussi, on s'autorise s'aperçoit vraiment. tu dis à Oui, exprimer des fois des choses et à dire: «Stop, attention, là, je vais faire des apartés parce que je sens pas que ça avance, je sens qu'il y a quelque chose qui cloche». On le sent forcément en fait et il faut pas hésiter, donc c'est ce que tu préconises toi aussi, c'est qu'il faut pas hésiter à oui, dire: «On fait une entracte, on fait une petite pause et on se sépare et on voit un peu ce qui se passe, ce qui se joue pour oui, chacun». Où ils en oui. sont. C'est vrai que quand tu commences comme médiateur, tu as beaucoup de choses à penser en même temps, hein. Faut que tu d'avoir ton processus. Est-ce que je suis ci? Est-ce que je suis assez ça? Puis tout ça. Tu sais, tu pas toute la confiance que tu développes avec le temps nécessairement. Donc, quand je forme des médiateurs, ils veulent être parfaits tout de suite en partant. Je leur dis, écoutez, on est rendu au 6e cours, là. Ça fait 3 jeux de rôle que vous faites. Pouvez-vous vous donner la chance? Puis là, je fais des démonstrations. Ah oui, mais toi, oui, mais ça fait 27 ans, là. Donc, à un moment donné, là, tu sais, prenez le temps d'apprendre votre travail. Puis oui, il y a beaucoup de choses à réfléchir. Ça va très, très rapidement entre les personnes. C'est pas comme quand tu es en entrevue individuelle, ben, tu as juste la personne. C'est beaucoup plus facile de une personne, alors qu'une dynamique, c'est un peu plus rock'n'roll, on peut dire ça comme ça, là. Surtout si la dynamique est très forte. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que quand c'est et puis j'avais écrit le post sur LinkedIn, puis je pense que c'est pour ça, Christelle, que tu m'avais écrit, ou c'était une infolette que j'avais fait, heu, où j'assistais à un véritable moment de transformation. Donc, c'est 2 collègues de travail et il y a des nouvelles informations qui sortent tranquillement. On nomme les besoins, on nomme l'émotion. Déjà de nommer: «Ah, mais comment vous» on parle de l'émotion. Déjà dire l'émotion, je me sens stressée ou angoissée, c'est déjà se rendre vulnérable. Ouais. C'est déjà avouer une certaine vulnérabilité. Donc, le médiateur peut aider en nommant, en faisant des reflets, en nommant l'émotion. Qu'est-ce que vous vivez? Ah, je suis fatiguée, je suis stressée. Quand vous entendez ça, qu'est-ce que ça vous fait? Mais moi, je pensais pas qu'elle vivait ça. Ah, OK. Donc, ça permet. Et au fur et à mesure, dans cette entrevue, on descendait dans des niveaux de profondeur, dans des niveaux de se dire des choses qu'on s'était pas dit avant, où on était plus dans l'ordre de l'intime. Mmh. Dans et à un certain moment donné, il y en a une qui tend les mains à l'autre et l'autre répond à cette main tendue et c'était émouvant, là. J'avais une larme sur le bord des yeux, là. C'était vraiment émouvant parce qu'elles avaient été profondément dans leur être, dans ce qui était pour elles et ça prend, comme Marshall Rosenberg dit, c'est un courage relationnel. Mais moi, j'ai suivi beaucoup, la communication non violente. Je me suis formée en communication non violente pendant 80 jours. Puis lui, pour lui, ce qu'il dit, puis là, je veux être sûre de bien prendre ses mots, que selon lui, les conflits, c'est parce qu'on laisse pas tomber les masques aussi, hein. Mmh. Hem et donc, ce qu'il souhaite, c'est de créer une véritable connexion humaine et la connexion humaine va se faire si je dis mes besoins, si je parle de mes émotions, on va aller vers la connexion humaine parce que souvent, il dit: «On se cache derrière des masques, derrière les jugements, derrière les perceptions, derrière les croyances». Fait que quand, comme médiateur, je réussis déjà à faire ça en entrevue individuelle avec des parties et que je les ramène en plénière et on réussit à connecter aux émotions puis aux besoins qui sont pas exprimés, on va descendre une certaine couche, une certaine vulnérabilité. Comme il dit, une part de vulnérabilité. C'est intéressant, une part. Et je suis pas obligée, en médiation, de dévoiler toute ma vulnérabilité. Et petite anecdote personnelle,
avec mon conjoint, nous sommes allés en vacances au Mexique et puis on avait du beau temps, la plage et tout ça, et on s'est raconté des choses que j'avais jamais racontées à personne. Jamais. Et c'était réciproque. Et donc, mais je les raconterai pas à d'autres personnes. Parce que j'ai totalement confiance à cet être humain-là. Je sais qu'il m'aime, je sais que je l'aime, je sais que je suis en confiance, en sécurité. Et de dévoiler ça, ben, ça approfondit notre lien encore plus. Donc, à quelque part, c'est beau de laisser tomber des masques. C'est beau ce que Madame Brown dit les gens qui osent être vulnérables vont avoir une vie plus gratifiante, plus heureuse, plus riche, plus relationnelle, plus. Mais cette part de vulnérabilité-là, je vais là avec mon conjoint, mais je n'irai pas là dans une salle de 300 personnes, commencer à leur dire des choses dont je suis peut-être pas toujours fière non plus. Tu sais, être vulnérable, des fois, c'est de dire des choses que tu referais autrement dans ta vie. Mais là, que de le dire à quelqu'un ou de le dire à une amie. Écoute, avec mon conjoint, j'ai été pas très fière. Ou avec mon enfant, j'ai fait quelque chose, puis je suis pas fière. Tu sais, j'aurais pu faire autrement, puis je suis pas fière de ce que j'ai fait. Ben, c'est de s'exposer au jugement. C'est de s'exposer, de dire ce qui est là pour nous. Alors, est-ce que je vais là, tu sais? Est-ce que je veux aller là? C'est aussi prendre un risque dans le sens que peut-être là, aujourd'hui, tu as confiance, mais tu sais pas comment cette relation avec ton conjoint ou ton ami sera dans 5 ans, dans 10 ans, hein? Et qu'un jour, si vous serez fâchés, elle va sortir ça de derrière les fagots pour te blesser, tu vois? C'est-à-dire que d'avoir le courage d'oser cette vulnérabilité, même avec des personnes très proches, c'est aussi prendre le risque. Peut-être un jour ça nous revient, mais je pense qu'au moment où nous le disons, nous avons besoin de le dire et ça, tu parlais des neurosciences, donc ça fait quand même aussi quelque chose dans notre tête, hein, dans notre cerveau, ça fait bouger quelque chose qui, sur le coup là, nous fait du bien. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis aussi, j'ai envie de te dire, c'était comment dans ma famille? Est-ce que dans ma famille, c'était authentique? Est-ce que dans ma famille, on se disait nos vulnérabilités? Moi, dans ma famille, c'était pas dans ma famille, il y a eu beaucoup ma mère a vécu des abus sexuels et tout ça, et c'était une femme qui était très résiliente et très forte. Donc, ce qu'elle démontrait, c'était de la force, mais pas ses vulnérabilités. Donc, moi, exposer ma vulnérabilité, écoute, je suis arrivée à 33 ans, puis j'ai commencé un cheminement plus développement personnel, communication non violente et tout ça. Et là, exposer ma vulnérabilité, dire ce qui est là comme émotion, pour moi, c'est un gros pas, là. Alors, tu sais, comme médiateur, je suis rendue où aussi dans ma vie, dans mes apprentissages, pour oser être authentique, oser être vulnérable. On a tous notre chemin à faire par rapport à ça. Puis il y a des chemins qui sont plus faciles. Puis Christelle, j'aime ça quand tu dis oui, mais si un jour tu es trahi, ben si dans mon enfance, j'avais dit quelque chose à un conjoint ou une amie, et 5 ans après, j'ai une trahison incroyable, c'est sorti sur tous les médias sociaux, ben moi, la vulnérabilité, on va faire attention, la trahison, hein? Oui. Donc on met cette carapace et on la garde. On fait beaucoup d'efforts pour la garder plutôt que se fissure un petit peu, qu'on accepte en fait des fois qu'elle se fissure un petit peu sans nous exposer, hein, comme tu dis Céline, Ouais. complètement. Et est-ce que cet Oui. espace de médiation, moi ça me questionne. Est-ce qu'on se donne vraiment le temps aussi quelque part? Est-ce qu'il faut le facteur temps, il a son importance? Oui, oui, oui. Comme quand je te parle avec ce que j'ai vécu avec mon conjoint, on avait du temps. On avait du temps à nous. Donc, ça ne s'instaure pas comme ça. OK, oups, on est authentique, oups, on est vulnérable. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps à installer la sécurité. Il y a des personnes qui se sentent en sécurité facilement, puis il y a des personnes qui sont très rassurantes. Alors, est-ce que comme médiateur, je suis une personne qui est rassurante? Est-ce que je suis capable de créer un lien rapide de confiance? Est-ce que je suis capable de créer des choses rapidement, de cette création du lien émotionnel? Et si oui,
ben, ça va sécuriser, puis ça peut aller plus rapidement. Mais dans certains cas, et puis merci de m'amener là, je pense à une entrevue que j'ai eue, et la personne avait beaucoup de chagrin, pleurait énormément, elle surprenait, vivait de la colère, Et là, je lui ai dit, normalement, avec les employeurs, je fais une entrevue préalable et je fais la plénière. J'avais dit à l'employeur, non, j'ai besoin de faire 2 entrevues individuelles et cette personne-là n'est pas prête. Elle est trop vulnérable, elle est trop fragile, elle va s'exposer, puis j'ai peur, comme moi, comme médiatrice, j'étais inquiète. J'ai dit non, on va pas faire de mal, on veut pas nuire, hein, c'est un peu au moins pas nuire. Alors, j'avais refait une entrevue individuelle pour permettre encore de créer la confiance, créer la sécurité, créer des conditions gagnantes. Est-ce que j'ai les conditions gagnantes? Parce que ça fait partie du rôle du médiateur, je crois bien, d'évaluer la sécurité du processus. Est-ce que c'est un processus qui est sécuritaire? Est-ce qu'on a une sécurité psychologique? Donc, tu sais, s'il fait pas ça, je pense qu'il va manquer à son devoir, là. Ouais, ça peut être contre-productif et en effet, très fragilisant pour les personnes. Oui, c'est ça. Ça pourrait presque être le thème de notre podcast, Céline, comment créer la sécurité lors d'une médiation, parce que je vois l'heure qui avance. Oui. Et Oui. c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire. On pourrait rester des heures à développer tout ça. C'est vraiment très, très vaste et on nage dans l'humain. C'est ça qui est beau, je trouve, Dans la connexion humaine. Oui, dans la vulnérabilité. Ah oui, juste parce que j'avais des petites notes, là, que j'avais pris des petites notes. Selon Rosenberg, la vulnérabilité favorise l'empathie réciproque. Alors, quand je suis vulnérable, quand vous êtes vulnérable, il y a une espèce d'empathie réciproque qui est suscitée par ça. Peut-être ça dont parle aussi Marshall Rosenberg quand il parle de fenêtres. Oui, oui, ben oui. Pas construire des murs, mais d'ouvrir des fenêtres. Oui, tout à fait, tout à fait. Autoriser quelque part que cette part de vulnérabilité, qu'elle soit chez le médiateur ou chez les médias surtout, autorisée aussi par le médiateur, encourager. Oui, encourager. Tout en sécurisant, bien sûr. Reconnaître peut-être, reconnaître dans le sens de l'accepter et de reconnaître. Oui, et de créer des conditions gagnantes, tu sais. On peut pas, on peut la susciter, mais on peut pas l'exiger des parties. Ce sont elles qui décident. C'est leur vie, c'est leur intimité, c'est leur réalité. Un médiateur peut bien vouloir susciter ça, puis de l'authenticité, puis se dire les vrais. Je sais pas si vous avez cette expression chez vous, les vraies affaires. Dites-vous ça? Se dire les vraies affaires. Au Québec, on dit ça. Se dire les vraies affaires, c'est une expression fourre-tout qui veut dire se dire les vraies choses ou aller profondément ou tout ça. Donc, se dire les vraies affaires, je peux pas exiger ça. Je peux dire ça va être intéressant, ça va créer, ça va faire de l'ouverture. Mais une fois ceci dit, c'est pas moi, c'est le lieu d'expression des parties, hein. Moi, je suis là pour m'assurer que ça se passe bien. Ouais. Oui. Merci beaucoup Céline pour cet Merci beaucoup. partage de ton expérience et de ta vision aussi, voilà, de l'authenticité, de la vulnérabilité. Rendez-vous, je suis sûre, hein, Christelle, on est, je pense, certains qu'on reviendra avec d'autres sujets avec toi, Céline. Et à la bonne heure, avec le décalage. Oui, cette fois-ci à la bonne heure. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts.